Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Vraiment, faites ça avec passion. Laissez-vous driver par la passion, par l'envie de créer parce que vous avez avant tout envie de le faire et surtout utilisez, votre authenticité, votre personnalité, mettez un peu votre cœur dans votre contenu et ça se ressent. Après avoir exploré son parcours de voyageuse solo dans l'épisode 24, on retrouve aujourd'hui Romane pour parler d'une autre facette de son mode de vie, la création de contenu. Depuis 2017, Romane partage ses aventures sur son blog L'éléphant voyageur, puis sur YouTube et Instagram. Dans cet épisode, elle nous raconte pourquoi elle a lancé son blog à l'époque, comment son projet a évolué au fil des années, ses formats préférés, son approche de la création, les challenges et les avantages aussi autour de ce métier, et les conseils pour celles et ceux qui aimeraient eux aussi intégrer le voyage à leur mode de vie grâce à la création de contenu. Si vous voulez rentrer dans les coulisses du métier de créatrice de contenu voyage, alors cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute! Hello Romaine, je suis hyper contente de t'avoir pour la deuxième fois avec moi aujourd'hui sur le podcast Nomadness. Bienvenue! Merci Chloé, coucou tout le monde et ça me fait trop plaisir d'être de retour par ici. Pour les auditeurs auditrices qui l'auraient pas écouté, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 24 qui présente un peu le parcours de Romane. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ton modèle qui te permet de voyager, qui est la création de contenu. Donc, ça fait un moment que tu fais ça. Tu as lancé ton blog qui s'appelle L'éléphant voyageur en 2017. Est-ce que tu peux peut-être commencer par revenir sur les raisons qui t'ont motivé à le créer? Oui, bien sûr, donc l'éléphant voyageur, ça a un nom qui m'est venu tout de suite pour être honnête, parce que j'avais tiré, le mot pigeon voyageur. Je trouvais que l'expression était assez cool pour dire que tu étais tout le temps sur les routes et l'éléphant pour moi, c'est un animal très important. Donc pour moi, éléphant voyageur, ça fait sens. D'où est venue finalement cette motivation à créer ce blog? Il faut savoir que, depuis toujours en fait, depuis je dirais plus de 10 ans, je suis assez utilisatrice et amatrice de blogs voyage parce que je trouve ça vraiment fascinant de lire les feedbacks des voyageurs et un petit peu lire leurs histoires, ce qu'ils ont vécu et leurs conseils pour toi t'aider à planifier ton voyage. Moi, je trouve que c'est une formidable source d'excitation. La préparation du voyage, je trouve ça tout aussi excitant que le voyage lui-même. Dès que je lis des blogs voyage, je suis vraiment dans un mood mais hyper emballé, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de partir dans cette destination et en fait, ça me faisait un peu rêver et je me suis dit: «Waouh, peut-être qu'un jour, j'aimerais bien aussi lancer un blog pour aider les gens et leur procurer ce même type d'émotion, qu'ils puissent aussi ressentir cette, excitation extrême de planifier un voyage» et puis j'avais beaucoup d'admiration pour ces gens qui voyageaient et qui témoignaient un petit peu de toutes ces aventures, moi je trouve ça vraiment passionnant et lorsque je suis revenue de mes 6 mois du Cambodge, j'ai eu un gros travel blues où en fait j'avais l'impression que mon entourage, ne comprenait pas vraiment ce que j'avais vécu. Alors quand je parle d'entourage, hein, c'est vraiment aussi, par exemple, tous mes camarades de classe, toutes les personnes autour. Lorsque je leur disais que j'avais été au Cambodge, bon déjà nombreux étaient les personnes qui confondaient Vietnam et Cambodge. Combien de fois on m'a dit: «C'était bien le Vietnam?» Non, c'était Cambodge parce que c'était pas connu finalement et donc j'avais l'impression de ne pas être comprise, que les gens ne s'intéressaient pas spécialement, à ces histoires parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils sont moins emballés finalement. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi? J'ai envie de partager ça à des personnes qui sont intéressées pour découvrir un petit peu ces destinations». Parce que je pense que grâce à internet, on peut toucher des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne pourrait pas connaître, dans la vie de tous les jours et qui seraient intéressées par les mêmes choses, c'est-à-dire le voyage et notamment le voyage dans ces destinations. Donc je me suis lancée, justement ma sœur m'avait proposé l'idée. Elle m'avait dit: «Tu voudrais pas faire un blog voyage?» et c'était un été donc j'avais commencé en 2016 mais je l'avais pas encore lancé. J'ai commencé à monter la structure
et je l'ai publié officiellement, début 2017. L'éléphant voyageur est apparu et il est toujours là. Je l'alimente régulièrement en articles, un petit peu moins régulièrement parce que je suis beaucoup sur YouTube aussi, mais justement, j'essaie de garder un rythme régulier parce que il faut savoir que si vous voulez tenir un blog, la régularité, Google, ça, il est très exigeant là-dessus. OK, alors, on viendra sur les conseils, peut-être dans un deuxième temps, mais pour revenir à l'origine, tu disais que tu as lancé ton blog, donc 2017 et que tu avais passé du temps à construire la structure. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es formé sur le sujet? Est-ce que tu avais déjà des compétences? Comment est-ce que tu as appris? Comment est-ce que tu as posé les fondations, au départ? Non, ça par contre, ça a été une erreur que je ne recommande pas de faire. C'est que je me suis un peu, lancée, j'ai foncé tête baissée, tout simplement et ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui avec un blog voyage pour pouvoir se référencer naturellement. En fait, il faut vraiment bien réfléchir à la structure de son blog pour envoyer une certaine cohérence à Google. Google va faire vraiment attention à l'ensemble du contenu que vous fournissez, dans le blog. Il faut bien réfléchir à comment diviser les sous-parties et le problème, c'est que moi, je me suis vraiment lancée tête baissée et aujourd'hui, la structure que j'ai faite, je ne la referai pas aujourd'hui. Mais j'avais un peu la flemme de tout recommencer depuis le début, donc j'ai décidé de travailler dur pour pouvoir faire perpétuer la structure que j'ai. Mais aujourd'hui, je recommande sincèrement de se former. Moi, je me suis formée bien après, un peu tard, je pense, mais c'était pendant la période covid. On avait plus de temps à dégager pour, se former, pour justement pratiquer nos compétences et là, c'est ce que j'ai fait. J'avais aucune notion de SEO, donc de Search Engine Optimization, qui est très important pour Google, même d'un point de vue structure ou rédaction d'articles. Là, je l'ai eu il y a quelques années. Si j'avais su, je l'aurais fait dès le départ. OK, alors c'est super intéressant. Tu parles beaucoup de Google. Pour que les utilisateurs, utilisatrices, comprennent, le but d'un blog, c'est d'être trouvé. En fait, c'est comme un restaurant, s'il est au milieu du désert, ben, c'est un peu dommage, alors que s'il a un carrefour en pleine ville, bah, il va être plus trouvé et du coup, tu parles beaucoup de Google parce que comme c'est le premier moteur de recherche, c'est la manière principale par laquelle, ton blog est trouvé aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. En effet, aujourd'hui, ma source principale de trafic, elle est ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire fait de manière naturelle. Les gens viennent naturellement trouver mon contenu grâce à des recherches Google. C'est-à-dire que bah, grâce à cette rédaction et à un système de mots-clés que j'utilise, je peux permettre à mes articles d'être bien référencés en haut des pages de recherche Google. C'est ça qui fait aujourd'hui que vous allez accroître votre visibilité et c'est super important, comme tu l'as dit. C'est dommage finalement de rédiger beaucoup d'articles pour finalement, bah, qu'ils soient à la 11e page. Mais je veux dire après tout dépend, de la, dynamique de chacun. Si vous souhaitez rédiger un blog purement pour vos souvenirs, hein, pour rédiger un petit peu votre, cahier de voyage, pour vous replonger dedans à titre personnel, il y a pas de problème. Mais si vous souhaitez justement apporter des conseils ou vraiment aider les voyageurs à préparer leur voyage, là par contre la rédaction va être important pour être ensuite bien référencé sur Google parce qu'aujourd'hui les gens tapent sur Google, même s'il y a l'IA qui arrive aujourd'hui, l'IA se base sur ce qu'il y a aussi sur Google, enfin sur les moteurs de recherche. Donc il faut quand même prendre ce point en compte, hein. Donc ne négligez pas l'impact que Google peut avoir sur un blog. Alors, tu parles de l'IA, c'est intéressant et peut-être avant de parler de l'ensemble de ton contenu aujourd'hui, parce qu'il y a le blog, mais pas que, tu l'as un peu dit. Mais sur l'IA, juste, un jour, quelqu'un qui m'a fait une réflexion et j'ai trouvé ça assez intéressant de dire: «Mais aujourd'hui, ChatGPT, le moteur de recherche sur lequel il se base, c'est Bing» et du coup, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'être référencé sur Bing pour que tes sources remontent dans ChatGPT que dans Google? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une bonne question, mais moi je pense surtout en compte Copilot. C'est vrai qu'on parle surtout de ChatGPT, mais n'oublions pas qu'il y a Copilot aussi qui est fort utilisé, qui est du coup bah, fait par Microsoft. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, ChatGPT n'est pas autorisé de par la protection des données. Donc, c'est-à-dire que à cause des pare-feux, tu vois, des entreprises, bah, ChatGPT n'est pas accepté. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'utilise plus Copilot si je dois utiliser de l'IA par rapport à ChatGPT. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu aussi, appris. Après aujourd'hui, quand tu regardes l'IA, quand tu fais une recherche, honnêtement, c'est très bateau et on sent que le c'est un petit peu en plus un micmac de choses qui sont un peu mélangées. Enfin, je trouve que ça se voit tout de suite que c'est je trouve que c'est très IA finalement le résultat de recherche et que, à mon avis, Google gardera quand même une place très importante dans le futur. À voir comment ça va évoluer, mais moi je suis convaincue que du coup Google reste quand même, Google lead les moteurs de recherche. Le but d'un blog voyage, c'est surtout que les gens vont chercher l'information sur, des moteurs de recherche. Le but, c'est pas qu'on se référence pour l'IA, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur ce sujet-là.
Et donc, tu le disais, tu partages du contenu écrit, rédactionnel dans tes articles, mais aussi, pas mal de vidéos, donc sur YouTube, sur Insta, tu fais beaucoup de vlogs. Alors, est-ce que tu pourrais déjà présenter un peu, tout ce que tu produis? Comment tu répartis entre les différents canaux et à quelle fréquence tu publies aussi? Et peut-être, quelles sont les différences pour chaque canal? Est-ce que tu vas, produire des types de contenus différents? Est-ce que ta cible est différente? Voilà, comment tu organises, ta stratégie éditoriale, dans son ensemble? Alors, YouTube, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement puisqu'en fait, j'adore les formats longs. Ça, c'est vraiment, ma DA parce que j'adore parler, j'adore avoir la liberté d'échanger et de partager le plus de conseils possible et ce qui est formidable avec YouTube, c'est qu'on peut vraiment poster des longs contenus. C'est ce qui est d'ailleurs plus recommandé. Je ne parle pas des shorts ici, hein, je parle vraiment des vidéos YouTube. La longueur est fortement appréciée. Avant, c'était pas le cas, c'était des courtes vidéos de 5-10 minutes parce qu'en fait, le watch time, donc la durée de visionnage était hyper importante, donc les gens faisaient des vidéos très courtes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On valorise quand même les plus longs contenus. C'est pour ça que les vidéos des youtubeurs sont de plus en plus longues aujourd'hui et c'est ce que j'aime, hein, mais moi, j'essaie quand même de donner pas plus de 30 minutes et ça, j'adore et je dirais qu'Instagram, pour moi, c'est pas un canal principal puisque c'est plus pour connecter avec la communauté. Bon, déjà aussi Instagram, pour moi, ça permet de booster un petit peu ma créativité et de pouvoir, changer un petit peu mes approches, et le type de contenu que je peux poster. Mais pour moi, c'est vraiment pour, échanger un peu plus, et d'avoir une certaine proximité avec les personnes qui vont me trouver sur le blog ou sur YouTube. Ça, pour moi, le blog et YouTube, c'est vraiment mes 2 axes principaux, les 2 canaux que je chéris et qui aujourd'hui sont la base de ma stratégie. Instagram, c'est pour connecter, c'est plus pour créer de la proximité, comme j'ai expliqué. Surtout qu'en plus, je dois avouer que ça me frustre un peu comme plateforme parce que je trouve que c'est surtout les formats courts qui sont privilégiés et c'est extrêmement difficile de vraiment créer, on va dire, une certaine connexion puisqu'en fait, l'authenticité, on la retrouve un peu moins. Surtout qu'en plus, pendant un moment, c'était les trends qui revenaient où les gens se copiaient, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, pour moi, Instagram, je fais plus en mode moins de prise de tête, je dirais, plus, voilà, je fais des choses pour m'amuser, pour connecter et cetera, que vraiment pour moi le blog et YouTube, il y a de la réflexion derrière, comment je vais monter mes articles, comment je vais monter mes vidéos. Je dirais que mon côté perfectionniste est un petit peu plus au-dessus, sur YouTube et le blog que sur Instagram. Ce que tu dis par rapport au format court, format long, moi, un exemple que j'aime bien prendre, que je trouve assez parlant, c'est que tu as, les contenus longs, donc en l'occurrence, pour toi, surtout YouTube et le blog aussi. C'est genre YouTube, c'est le plat principal, quoi, c'est ton gros Oui. couscous. Le blog, c'est peut-être, une bonne entrée, tu vois? Ou un bon dessert et après, Insta, c'est genre des petits snacks, tu vois? Et ça fait un peu «produit d'appel» entre guillemets, enfin contenu d'appel, mais c'est pas ça qui va te nourrir à la fin, tu vois? Ah, c'est trop bien comment tu l'as décrit, franchement. Je trouve que c'est tellement vrai. Alors ça vient pas de moi, cette image-là, elle vient de Clem et Mumu. C'est des créatrices de contenu aussi, et ça m'avait vachement parlé donc je la réutilise mais le tribut, ce n'est pas à moi. C'est que voilà, c'est le compte Instagram Clem et Mumu que je mettrai éventuellement en description mais tu as très bien décrit comment l'un va nourrir l'autre, mais que effectivement, si tu as que des snacks, ça suffit pas à soi-même, à la fin. Et du coup, tu disais que tu étais un peu perfectionniste, notamment sur YouTube qui est ton format de cœur. Comment est-ce que tu arrives à gérer la fréquence de publication justement? À quelle fréquence tu publies sur quelle plateforme? Et puis comment tu arrives à tenir le rythme? Parce que tu as quand même un travail à côté, hein, tu le disais dans le premier épisode, donc comment tu t'organises pour, tout ça? C'est compliqué, je dois avouer. Malheureusement, YouTube, il faut être aussi régulier puisqu'en fait, c'est le même système que Google. On a aussi de la fréquence qui est très appréciée pour montrer que la chaîne est régulièrement alimentée parce qu'une chaîne qui est régulièrement alimentée, elle va être plus facilement mise en avant par la plateforme. Et moi, malheureusement, j'ai un peu du mal à tenir le rythme de une vidéo par semaine. Donc, je suis plutôt à 2 vidéos par mois ou 3 vidéos par mois si j'arrive à m'en sortir. Mais j'aimerais pouvoir faire une vidéo par semaine, mais c'est extrêmement long. Le temps de monter une vidéo, ça demande beaucoup de temps. On estime à peu près que 1 minute d'une vidéo qui est montée, ça demande 1 heure de montage. Ça paraît pas, hein, comme ça. Donc tu imagines, tu as une vidéo de 20 minutes, je te laisse faire le compte, c'est super long. Mais tu vois, c'est un temps plein, hein, franchement, YouTube, c'est un truc de fou. Donc avec le blog à côté, plus, Instagram, voilà, aujourd'hui, je n'arrive pas encore à produire le nombre de vidéos que je souhaiterais faire, mais je me tiens quand même à au moins une vidéo tous les 15 jours, mais si je peux faire une vidéo par semaine, je le fais. Si c'est des vidéos un peu plus courtes, tu vois, comme des vlogs un peu plus chill, comme par exemple, où manger, à Tokyo, quelles sont mes bonnes adresses à Kyoto. Là, je sais que c'est un peu moins prise de tête, donc du coup, j'ai fait vraiment plus en mode, simple, je veux dire, que par exemple, quand je veux faire vraiment
un vlog où je veux parler d'une destination qui me plaît, j'ai envie de mettre une musique, j'ai envie de donner une ambiance, de faire des voix off, pour faire transmettre un peu des émotions. Ça me demande beaucoup plus de temps, tu vois? Donc j'avoue que c'est un équilibre que malheureusement je n'arrive pas encore à trouver. En plus, je suis beaucoup en déplacement, je suis beaucoup en voyage, donc c'est un peu difficile pour moi de trouver le temps de monter, mais je je me dis: «Il faut vraiment pas que je perde le rythme de une vidéo tous les 15 jours». Eh bah, déjà bravo d'arriver à mener tout ça de front. Peut-être pour aller, un peu dans ton business model, est-ce que tu monétises ton blog? Est-ce que tu monétises tes réseaux? Si oui, quelles sont tes principales sources de revenus? Comment elles sont réparties? Est-ce que tu peux parler un peu de cette partie, là, plus business? Oui, parce qu'en effet, pour moi, la création de contenu, c'est une activité complémentaire. Donc, c'est quelque chose avec lequel aujourd'hui je peux générer des revenus. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, bien sûr. C'est un travail qui a demandé effort et patience. Et aujourd'hui, ben, je commence à récolter les fruits. Simplement, mes deux sources principales de revenus, c'est la publicité sur YouTube. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Enfin, je veux dire, ça fonctionne au nombre de vues, hein, tout simplement. Et aussi l'affiliation sur mon blog voyage. Aujourd'hui, j'ai vraiment ces 2 systèmes qui me permettent de, voilà, générer des compléments de revenus et ces revenus, je les réinvestis dans, la création de contenu, dans les voyages. Par exemple, si je veux faire une vidéo sur une destination, j'utilise ces revenus pour cela et j'ai d'autres projets de, monétisation. C'est juste que je dois encore, régler encore deux trois petits trucs, mais je vais me lancer dans la vente de produits digitaux sur mon blog, comme par exemple des e-books, des cartes digitales. Parce que j'ai tellement bonnes adresses en fait que, c'est plus facile pour moi de les piner sur une carte Google Maps et de la partager, que de faire des articles dédiés. Ça me prend beaucoup plus de temps que je me dis que mettre à disposition les cartes Google Maps que j'utilise avec mes adresses pinées dessus, franchement, je me dis: «Why not?» et pourquoi pas plus tard faire du coaching aussi spécialisé dans certaines destinations en mode one to one avec, certains voyageurs. Ça, c'est en cours de réflexion, mais en tout cas, j'ai déjà 2 e-books de prêt, des cartes de prêtes, donc il faut juste que je me lance. Trop bien. Bah, écoute, plein de projets. Merci d'en avoir parlé, c'est chouette d'avoir un Avec peu plaisir. l'envers du décor. Peut-être, est-ce que tu peux revenir, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, expliquer un peu ce que c'est qu'un lien d'affiliation? Comment ça fonctionne? Comment tu choisis tes partenaires aussi pour ça? Oui, alors l'affiliation, c'est un lien qui est créé, pour, notre, nom. Donc c'est-à-dire moi j'ai des liens à l'éléphant voyageur qui, me permettent en fait de recommander un site internet, par exemple une agence de voyage, par exemple, ça peut être une activité, ça peut être un vol, ça peut être un hôtel et cetera et en fait, en recommandant, en faisant la publicité de ce bien ou de ce service sur mon blog, si la personne réserve via ce lien, ça me permet de toucher une petite commission. Donc ce qui est super parce qu'en fait, finalement, nous, s'il y a quelque chose qu'on aime, bah, c'est normal qu'on va le recommander, mais ça demande de l'effort, je veux dire, de mettre en place, ce type de promotion parce qu'on doit faire un texte, on doit faire quand même une image, on doit mettre des photos. On fait un petit peu la publicité de l'hôtel et donc l'hôtel va nous remercier en nous versant une petite commission. Donc c'est lié bien sûr en fonction du trafic qui passe sur le blog. Plus le trafic est important, plus on a de chances de créer de l'affiliation. Donc c'est-à-dire on a de plus en plus de chances d'avoir de commissions puisqu'on a plus de gens qui vont cliquer sur les liens et je trouve ça assez intéressant parce que en fait, finalement, on récompense ce qu'on fait déjà. La subtilité, c'est qu'il faut vraiment recommander ce qu'on a apprécié et être vraiment transparent avec la communauté et ne pas non plus affilier n'importe quoi. Enfin, ça part de bon sens, bien sûr. Il faut rester honnête pour avoir la confiance, des lecteurs et bah, moi, de toute façon, j'adore recommander des choses. Je me dis: «Bah, vas-y, si je peux aussi être, remerciée par la promotion que je fais déjà, c'est quelque chose qui est assez naturel». OK, trop chouette et peut-être une question pareil, dans le concret, qui pourrait aussi devenir un conseil s'il y a des personnes qui veulent, se lancer. Comment est-ce que tu trouves tes partenaires, pour l'application? Est-ce que c'est toi qui vas vers eux, qui démarches des gens? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que c'est un peu les 2? Tu as une stratégie ou est-ce que c'est selon les opportunités? Comment ça se passe? Aujourd'hui, je n'ai pas énormément de sites d'affiliation pour être honnête. C'est quelque chose que je dois beaucoup plus travailler. Je dois trouver le temps justement parce que la monétisation d'un blog, c'est quand même une stratégie qui demande une certaine réflexion, hein. Savoir quel type d'agence ou quel type de partenariat on va mettre en place, comment on va les mettre en avant aussi pour que ce soit quelque chose qui soit fluide et qui soit aussi bien expliqué. Donc moi, c'est vraiment ce que je dois améliorer parce qu'aujourd'hui, je vais être transparente. J'ai des liens d'affiliation avec Get Your Guide parce que j'ai confiance en leurs excursions. Je sais que c'est hyper
avantageux lorsqu'on est, par exemple, en famille, ou alors, par exemple, on veut se lancer dans un voyage, mais qu'on a un peu peur, voilà, d'aller dans une destination ou dans par exemple, un endroit par nous-mêmes. Là, au moins, il y a tout qui est compris avec un guide. J'ai testé plusieurs fois et franchement, à chaque fois, je ne suis pas déçue. Donc c'est pour ça que je recommande certaines excursions Get Your Guide. Je recommande aussi de la location, de voitures parce que j'adore aussi louer des voitures lorsque je voyage, notamment sur, Discover Cars. C'est un peu l'équivalent de Rental Cars, mais Rental Cars, je le sens moins bien. J'ai préféré faire avec Discover Cars, donc la location de voiture. Mais il y a énormément de choses qu'on peut monétiser sur un blog. On peut monétiser, par exemple, avec des réservations d'avions. Ça, j'avoue que je ne le fais pas parce que, personnellement, je ne réserve pas sur Skyscanner. Je regarde les comparatifs de vols, mais je ne réserve pas sur Skyscanner. Je réserve directement sur le site de la compagnie aérienne. En dehors de l'affiliation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre aussi en place des partenariats. Si par exemple, il y a des guides locaux que vous avez rencontrés en voyage et que, bah, vous avez envie de travailler avec eux, de vraiment les mettre en avant, vous pouvez par exemple vous mettre d'accord sur une commission ou un code promo, qui peut être utilisé. Ça peut vraiment être plein de choses. Il y a plein de formations sur ce sujet justement, aujourd'hui en ligne. Je ne suis pas non plus, on va dire, la plus experte là-dessus, mais je sais qu'aujourd'hui tu as beaucoup de possibilités d'affiliation. Il faut juste, par exemple, il y a un site qui t'intéresse que toi tu utilises, tu peux taper le nom et tu tapes affiliate program et là tu vas voir s'il y a un programme d'affiliation sur ça, tu vois? Enfin, c'est vraiment, il y a Tickets aussi pour, les billets d'entrée des musées qui peut être intéressant, les locations de van, si vous êtes van lifer et que vous voulez recommander ça, il y a vraiment plein de choses, tout est possibilité. OK, trop chouette et ben, bah, merci de nous faire part de ton expertise. Bah, je trouve ça intéressant parce que en fait, c'est quand même, dommage qu'il y ait quand même une certaine opacité, tu vois, sur le blogging et alors que ça devrait pas. Je pense qu'on doit être nombreuses et nombreux à se soutenir parce que c'est quand même un monde qui je trouve assez intéressant et à mon sens, il n'y a pas assez, de transparence donc je préfère être transparente sur le sujet. Il y a des possibilités, il faut juste être patient et quand même bien travailler là-dessus. Quelle est la différence pour toi entre la création de contenu et l'influence? Donc, est-ce qu'il y a une différence et si oui, laquelle? C'est une très bonne question. J'ai peut-être pas la bonne vision, mais moi, c'est comme ça un peu que je la conçois. Pour moi, créateur de contenu, ça veut dire que tu vas surtout être drivé par le partage et que tu as une certaine créativité, que tu veux être au profit des autres, que tu veux les aider notamment avec des conseils ou tout simplement parce que tu aimes les choses un peu plus lifestyle et que tu as envie un petit peu de partager ton mood. Tout simplement, tu aimes créer et tu as envie finalement d'appliquer cette créativité, de pouvoir vraiment avoir cette satisfaction de produire des choses. Pour moi, l'influence, ça veut dire, oui, voilà, tu as de l'affluence, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment aider les gens à prendre des décisions. Personnellement, je me considère plus comme une créatrice de contenu qu'une influenceuse parce que je ne suis pas sûre d'avoir de l'influence honnêtement, je suis encore petite et je te dis, enfin, mon Instagram est très petit. Je suis plutôt active sur, YouTube et sur, le blog et j'ai pas finalement beaucoup de feedback donc je ne sais pas si ce que je fais, ça influence. Je sais pas vraiment, tu vois, si les gens, vont me dire: «Ah oui, bah, oui, je vais acheter ci, je vais acheter ça». Moi, je suis plutôt un peu dans l'ombre, tu vois? Je crée dans l'ombre, j'aime pas trop forcément, chercher le partenariat et cetera. Moi, je suis plutôt, vraiment je crée d'abord et ensuite on verra. Peut-être, pour, nous parler un peu, de l'envers du décor et là passer sur une partie plus conseil pour les personnes, qui soit produisent un peu de contenu déjà, soit voudraient se lancer. Parfois ça fait un peu rêver, le métier d'influenceur, mais ça doit pas être, facile, tous les jours, ni tout rose tout le temps. Quels sont alors tu as les inconvénients, moi j'aime mieux les appeler des défis ou des challenges que tu peux rencontrer, dans la création de contenu pour le domaine du voyage, aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Tout d'abord parce que je pense que tu l'as vu aussi, la concurrence est énorme sur les réseaux sociaux. C'est que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les blogs, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, enfin bref, vraiment, de plus en plus de gens veulent se lancer et ce qui est normal et ce qui est chouette parce que, je veux dire, internet offre beaucoup de possibilités et s'il y a des personnes justement qui veulent, bah, utiliser leur créativité, moi j'encourage les gens à le faire. Je dirais que le premier gros challenge aujourd'hui, c'est de rester authentique et de faire des choses qui nous correspondent parce que c'est ça qui va faire durer dans le temps. Parce que si aujourd'hui on cherche à plaire à une grosse audience, on va se perdre, on va perdre qui nous sommes et on va être un petit peu dans une standardisation du contenu où en fait les viewers vont avoir la pression de voir toujours la même chose. Moi, je dis que l'authenticité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, moi, j'étais plus authentique sur YouTube et sur le blog parce que j'avais plus cette liberté-là. Bah, ça se porte mieux
que Instagram, pendant des années, je savais pas trop comment m'y prendre. Je me suis un peu perdue, je dois avouer, quand je voyais un petit peu l'apparition des reels, où j'avais l'impression qu'en fait, c'était les trends qui, gagnaient en ampleur, qu'en fait, on perdait vraiment ce côté, connexion avec la personne. J'ai l'impression que les personnes ne cherchaient pas forcément à s'identifier, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, ça change et que maintenant les personnes sont plus à la recherche d'authenticité. J'ai l'impression qu'il y avait un gros switch des contenus et qu'on voit beaucoup de gens on voit beaucoup plus de créateurs s'affirmer aujourd'hui et vraiment, faire plus des voix off, des facecam et cetera et je trouve ça cool en fait que finalement, on va un petit peu sur ce switch. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de formats courts qui sont très, très poussés et c'est surtout ça qui est surtout poussé aujourd'hui parce que les 3 premières secondes, c'est ça qui, va accrocher et voir, si la personne va rester sur ton reel et hop, c'est ça qui va propulser plus le temps de visionnage est long. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de formats courts. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est surtout l'authenticité qui prime et surtout, n'ayez pas les mauvaises raisons de vous lancer. Je m'explique, je connais malheureusement pas mal de créateurs qui se lancent sur les réseaux pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire être célèbre ou avoir, beaucoup d'argent rapidement. Non, ce n'est pas ça les réseaux parce que si on cherche à, vraiment vouloir faire de la création de contenu, voilà, pour avoir une vie de rêve et cetera, ça va pas arriver tout de suite. Pas du tout. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui, justement demande du temps, de l'énergie, de la patience, de la réflexion et une stratégie aussi et ça, peut-être que sur TikTok, ça fonctionne mieux. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui ont percé du jour au lendemain, avec un TikTok, par exemple, mais je sais que sur les autres plateformes, c'est pas comme ça. Pour être, grand youtubeur ou alors, grand blogueur voyage ou même, je veux dire, instagrammeur, c'est pas quelque chose qui, se fait du jour au lendemain. Donc je dirais vraiment faites ça avec passion. Laissez-vous driver par la passion, par l'envie de créer parce que vous avez avant tout envie de le faire, mais ne faites pas ça pour de mauvaises raisons et surtout utilisez, votre authenticité, vous-même, votre personnalité, mettez un peu votre cœur dans votre contenu et ça se ressent. On ressent quand les personnes ne mettent pas du cœur et qu'elles font juste suivre une trend. Je pense qu'à mon avis, il faut plus valoriser, ce côté authentique, tu vois? Donc là, tu as parlé, vraiment, des challenges, de fond quoi, sur ton why, c'est le pourquoi tu produis, le fait de garder l'authenticité. Toi, comment est-ce que tu fais pour garder ce cap-là? C'est-à-dire pour relever ces 2 défis-là dont tu as parlé? Tout simplement, je me suis détachée des stats de Instagram parce que je trouve que quand tu vois les stats, en fait, tu as envie de faire des choses qui fonctionnent bien. Par exemple, tu regardes, ce qui se fait sur les autres comptes, tu vois que, par exemple, c'est des formats courts avec des trends et voilà, tu as envie de la copier pour justement espérer avoir le même type de vues, de nombre de vues totales, d'ampleur et de portée. Mais en fait, je trouve que ça, c'est très mauvais parce qu'en fait, finalement, ça dilue ta créativité et ça bloque un petit peu ton contenu. Donc moi, je me suis détachée de tout ça. Je me suis dit: «Bah, de toute façon, au pire, ça marche pas, ça marche pas». J'ai juste envie de faire des choses, qui, voilà, me plaisent à moi et qui donnent aussi une certaine cohérence à mon feed. Admettons, par exemple, une personne va trouver un reel, elle va aller sur ton feed. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai discuté avec d'autres, amis créateurs de contenu. Il se trouve que la cohérence est hyper importante et que la personne va s'abonner si elle voit qu'il y a un certain fil rouge dans tes reels et dans tes posts. Donc tu vois, les gens qui veulent, par exemple, faire plein de choses qui marchent, mais qui, voilà, n'a pas forcément de lien, ça risque de ne pas fonctionner. Aujourd'hui, je me détache vraiment du nombre de vues et de likes, mais du coup, je vois qu'en fait, petit à petit, là, mon nombre d'abonnés, il augmente. Alors que pendant, l'année dernière, ça n'augmentait plus. Là, je vois que ça augmente vraiment de manière organique depuis quelques mois. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça plutôt qu'il faut valoriser. C'est peut-être pas forcément le nombre d'interactions, mais plutôt voilà, faire des choses que pourquoi les gens vont s'abonner finalement. Et de toute façon, moi, pour YouTube et le blog, c'est toujours ce qui m'a drivée. Je veux dire, pour moi, c'est un peu, mes toiles blanches dans lesquelles je peux vraiment peindre comme je veux et faire, ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas du tout cette prise de tête-là avec YouTube. Oui, je réfléchis à comment je vais construire ma vidéo, par exemple, le sujet. Quel sujet finalement je vais, faire transparaître dans ma vidéo, mais la façon dont je vais la monter, la façon dont je vais m'exprimer, c'est vraiment moi. C'est purement moi et c'est ce que j'ai envie de garder parce que sinon tu tiens pas. À vouloir, s'éloigner de qui nous sommes réellement, ce n'est pas durable dans le temps, ça finit par te reprendre. Le naturel revient au galop, hein. Ouais, carrément. Pour continuer sur les défis et ce qui est pas forcément facile à gérer, dans la vie quotidienne, est-ce que tu as marre de publier parfois? Est-ce que tu ressens cette pression de devoir, publier, des stories tous les jours? Est-ce que tu as besoin de déconnecter? Comment est-ce que tu gères, ce rapport-là aux réseaux sociaux? Je pense qu'on a tous besoin d'une déconnexion au bout d'un moment parce que c'est vrai que malheureusement ces plateformes sont très gourmandes en contenu. Il faut malheureusement
publier régulièrement pour pouvoir être au top, pour éviter d'avoir, une perte en visibilité. C'est malheureusement vrai. J'avoue que perso, j'aime bien publier, tous les jours des stories parce que ça permet de garder un lien avec la communauté. J'ai fait le challenge de publier un reel par jour ou une publication par jour. J'avoue que c'était bien de tester, mais je le ferai pas spécialement parce que c'est pas possible, je trouve, sur, la durée de publier, donc pour moi, c'est bien de tester, tu vois, tu peux faire ça pendant un mois pour voir ce qui fonctionne et ce que tu aimes faire aussi et ce qui est durable. Mais tu vois, maintenant je me dis: «Bah, je publie par exemple, 3 à 4 fois par semaine», il y a des jours où je sais que ça fonctionne moins bien, donc au pire, ce sont mes jours off où je publie. Tu vois, par exemple, le vendredi, ça fonctionne moins bien. Je me dis: «Ouais, pas de pression, c'est vendredi, j'ai pas à publier et cetera». Mais j'avoue que je suis quand même un peu obligée de préparer à l'avance mon contenu, comme ça, j'ai moins ce côté pression de last minute à publier, tu vois? Par exemple, je me prends, le dimanche où, je suis posée, je réfléchis un petit peu à ce que je veux faire, j'enregistre mes voix off, tranquille. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, j'ai essayé de me détacher de ça. Mais par contre, c'est vrai que tu as quand même une pression que si tu publies pas pendant une semaine, bah, tu dis: «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, enfin ça y est, je vais perdre en visibilité». Par contre, au Vietnam, j'ai essayé, donc je suis rentrée très récemment, du Vietnam. Là, je voulais essayer de publier tous les jours mes stories. Malheureusement, c'était pas possible. Bah, c'est pas grave, je me suis dit: «Je vais avoir du retard dans mes stories». J'ai du retard dans mes stories, ça c'est vrai. C'est aussi parce que, j'étais fatiguée, tout simplement, de mes journées de voyage, que je rentrais super tard. J'étais éclatée, que je me dis: «Non, tu es fatiguée, repose-toi, ça sert à rien, tu posteras demain» et il faut un petit peu se détacher de ça. Mais c'est vrai qu'au pire, une stories par jour, c'est recommandé quand même pour garder un petit peu ce lien. Ça peut être un petit truc, hein, pas obligé de faire 10 stories. Tu peux en faire une, 2 ou voire même 3. Je pense que c'est suffisant. Et pareil, c'est difficile de ne pas se mettre la pression comme ça. Mais moi perso, je cherche plus à publier tous les jours, ça je peux plus et je l'ai accepté. Donc, tu parlais des stats et tout et aussi de la dualité un peu que tu as story vs post. Alors, quelles sont les stats que tu regardes? Tu as quand même dit qu'il y avait des jours qui marchaient mieux, moins bien. Si tu devais, choisir, que les stats les plus importantes pour toi à suivre, lesquelles ça serait? Comment tu répartis, entre story, post, les jours de publication, quels KPIs tu regardes? Je pense que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le nombre de vues pour voir justement, ce qui, fonctionne, enfin ce que Instagram apprécie et qu'il est prêt à mettre en avant. Parce que malheureusement, en fait, ça fait tout. L'algorithme est maître de notre contenu, malheureusement. Il faut un petit peu trouver comment craquer les codes de l'algorithme parce que tu peux faire un super contenu, s'il a pas envie de le montrer, il va pas le montrer et c'est tellement dommage, je trouve. C'est pour ça que j'aime pas l'algorithme des réseaux sociaux, que je préfère beaucoup plus le système de Google et de YouTube qui est fortement basé sur les mots-clés et la richesse de ton contenu, tu vois? Donc je regarde avant tout les vues parce que je me dis: «Tiens, OK, là ça a fonctionné, OK, bah, pourquoi?» et cetera. Donc j'essaie d'analyser comme ça. Souvent le nombre de likes vient après. Moi, j'avoue que du coup, je regarde peut-être un peu moins les likes. Je regarde surtout les stories parce que je trouve qu'en stories, c'est le meilleur moyen de garder une connexion avec les gens. Donc pour moi, en premier, c'est, le nombre de vues sur les stories et aussi le nombre de petits cœurs qu'on peut te laisser, tu vois, par exemple, ça peut me donner des idées de posts. Si je vois qu'il y a une photo que j'ai postée en stories et qu'en fait, finalement, beaucoup de gens ont aimé, je dis: «Ah bah, je peux la publier», c'est-à-dire que les gens ont apprécié. Pourquoi pas la partager à ceux qui auraient pas vu la story? Ou même une vidéo. Enfin, je vais essayer de montrer un petit peu les behind the scenes. Tu vois, par exemple, quand on a galéré à monter, une grotte avec 1200 marches, bah, j'ai vu que ça avait fait rire. Bah, je l'ai tourné en reel et en fait, ça a bien marché. Je me dis: «Bah, OK». Donc en fait, tu peux avoir comme ça des tests. C'est vrai que ça c'est très bien, les stories parce que tu peux voir ce qui fonctionne, tu peux faire des tests et si tu vois que c'est apprécié par ton audience, bah, pourquoi pas la publier, en fait? Ce que tu dis, je trouve, sur la dualité entre, l'algorithme des réseaux sociaux plus classiques et VS YouTube, en fait, moi, je ressens exactement pareil et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a plus de plaisir à produire des contenus longs. C'est aussi parce que comme ton but, tu vois, c'est d'aider les voyageurs et bah, tu sais que ces contenus-là, ils vont avoir de l'impact sur le long terme. C'est des contenus, ce qu'on appelle, pour les auditeurs, auditrices, long train, c'est-à-dire que une vidéo YouTube, elle va continuer à être vue des mois, voire des années après sa publication. Alors qu'un post Instagram, en 3 jours, heu, sauf, si tu l'épingles ou sauf exception, mais en 3 jours, il est un peu tombé dans l'oubli. Les podcasts, c'est pareil, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce média-là, moi. Le blog, c'est pareil, ça va gagner de la visibilité avec le temps et donc en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est que mes contenus, ils sont plus utiles et ils vont avoir plus de valeur, pour les gens, quand je les publie sous ces formats, tu vois? Mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça aussi que je valorise plus, ces canaux que sont le blog et YouTube parce que tu as l'impression que tu apportes une réelle valeur. Alors,
c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais c'est vrai que parfois tu as des reels qui apportent de la valeur, mais le problème, c'est comme tu l'as énoncé, les reels, ils ont une durée de vie qui est très courte, sauf si tu as des reels, qui sont viraux. Moi, les reels qui ont duré dans le temps, c'est parce qu'ils ont été viraux, parce que voilà, l'algorithme les a mis en avant et ils continuent encore de générer des likes aujourd'hui, alors que je les ai postés il y a quelques mois, mais c'est exceptionnel. Les autres, reels, ils voilà, c'est ciao, bonsoir en 48-72 heures, tu vois? Pareil, j'aime mieux ce genre de contenu, le blog et YouTube. Moi, les articles, par exemple, qui fonctionnent bien, bah, c'est des articles qui ont été publiés il y a 2 ans et donc ce qui est cool parce que je veux dire l'information est toujours vraie aujourd'hui. Alors bien sûr, il faut bien mettre en à jour les infos pour, s'assurer que tout est bien à jour, qu'il y ait pas de choses qui ne sont devenues obsolètes. Donc ça, c'est pareil, un travail continu sur le blog, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ton travail sur le blog et sur YouTube, c'est pour ça que c'est plus frustrant et qu'il y a moins de gens qui se lancent dessus. C'est parce que tu as pas les résultats waouh qui arrivent dans l'immédiat. C'est des choses qui se construisent et qui arrivent sur le long terme parce qu'en fait, Google, il a besoin de processer ton ta vidéo ou alors ton texte et ensuite il va le mettre en avant. Enfin, clairement, c'est ça. Je veux dire, je le vois même avec les articles que j'ai publiés, l'année dernière. Là, aujourd'hui, ils fonctionnent super bien et pareil pour des vidéos YouTube. Il y a des vidéos qui vont pas fonctionner à leur sortie. Ça a été le cas notamment, ça c'est un très bon exemple. J'ai sorti une vidéo YouTube pendant le week-end de Pâques, grosse erreur, vraiment grosse erreur sur visiter Florence. Bah, la vidéo, elle fonctionne super bien aujourd'hui, tu vois? Alors qu'à sa sortie, pendant 2 mois, elle est tombée dans les oublis, il y a personne qui l'a vue, hein. Un truc de fou. C'est drôle ça. C'est important aussi, de pas avoir que un seul canal parce que si l'algorithme décide de te ban, du jour au lendemain ou de supprimer ton compte, ça peut arriver, ben, on perd tout. Alors le fait de jouer sur plusieurs tableaux, c'est important, mais est-ce que tu penses que c'est important de se former en permanence pour suivre, les évolutions des différents algorithmes? Enfin, parce que ça bouge tout le temps et si oui, comment tu le fais toi? Je trouve en effet que c'est hyper important de se tenir au courant de l'actualité des réseaux sociaux, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que comme en fait, c'est un peu, bah, ton outil de travail et ton environnement de travail même, tu es obligé un petit peu de connaître les règles. C'est comme si tu allais dans une entreprise et que tu connaissais pas le règlement qui change. Donc finalement, on a besoin de toujours se mettre, au courant, de l'algorithme. Enfin, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de créateurs qui se disent avoir la recette miracle pour, avoir, la bonne formule pour avoir un reel ou une publication qui fonctionne. C'est pas quelque chose que je vais chercher de manière spontanée, mais je vais le mettre, par exemple, en background, en arrière-plan quand je fais autre chose. Tu vois, il y a des podcasts qui existent notamment sur le blogging, dont je peux recommander notamment, Jérémy Backpacker ou plutôt Jérémy Lantin qui a lancé Les Entrepreneurs Nomades. Qu'en fait, il publie, dans son podcast des conseils pour se lancer en tant que digital nomade, en tant qu'entrepreneur nomade et surtout pour le blogging. Donc en fait, grâce à ça, tu vois, je suis dans ma voiture, j'écoute ses conseils et ça me permet de me tenir à la page ou même des conseils en monétisation. Ou sinon, par exemple, tu vois, je mets une vidéo YouTube quand je travaille, par exemple, sur un article et cetera. J'aime bien avoir un petit, bruit de fond. Bah, je vais mettre une vidéo, j'ai fait ça, justement récemment. C'était une créatrice, qui, disait que l'algorithme de 2025 avait changé sur Instagram et ce qui était plus mis en avant et donc du coup, je me dis: «OK, bah, je vais essayer et cetera». Mais en gardant toujours, mon ADN et en gardant toujours mon authenticité. Au final, c'est juste une question: «Est-ce que les hashtags, c'est toujours aussi bien?» et cetera. «Est-ce qu'il faut plus mettre de, mots-clés dans ses descriptions?» Nanani nanana, tu vois? Enfin, sans jamais dénaturer son contenu. Vous pouvez trouver du coup, bah, ce type d'informations soit sur Instagram ou parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des reels qui expliquent un petit peu les secrets. Moi, je dis que faites attention quand même, à ce que vous pouvez voir. Vous pouvez tester, hein, bien sûr, leurs conseils, mais parfois, je trouve qu'il y en a, c'est un petit peu, voilà, c'est basé sur une expérience et ça y est, ils disent avoir trouvé la recette magique. Sinon, vous pouvez trouver des vidéos YouTube où là, les gens, ils ont plus travaillé, on va dire, leurs vidéos, ça ils ont demandé plus de temps et d'énergie pour la monter. On pourrait dire qu'ils peuvent moins se permettre de faire des erreurs ou alors des podcasts. Moi, je trouve que les podcasts, c'est hyper enrichissant. Vous mettez ça en fond lorsque vous conduisez, vous faites autre chose et on prend de l'information, de manière un peu inconsciente aussi, hein. Ouais, complètement. Bah, merci pour, les références que tu as données, notamment Jérémy Backpacker, les des entrepreneurs nomades, que je connais, mais peut-être pas les auditeurs auditrices, donc je mettrai la référence, en description et peut-être, pour finir, des questions un peu conseils. Déjà conseil à toi-même. Toi-même d'il y a, 2017, quand tu commençais ton blog, si tu devais créer un blog, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais, différemment? Je me suis déjà posé la question, tu sais, parce que c'est quelque chose que j'ai vu notamment dans certaines formations que j'ai suivies, donc pendant la pandémie, enfin, quand on était confinés, j'ai suivi des formations en ligne
Et il y avait un point qui revenait souvent, c'est de trouver une niche à ton blog ou du moins à ta chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que le voyage, c'est un peu vague et Google aime une certaine cohérence, comme j'ai expliqué. Et en fait, si tu produis beaucoup de contenu dans ta niche, en fait, ça va donner un message positif à Google qui va recommander plus naturellement ton contenu pour ce type de thématique. Par exemple, si tu veux te spécialiser sur l'Italie et que tu fais beaucoup de contenu sur l'Italie, bah, il va te recommander sur pratiquement toutes les recherches, de l'Italie parce qu'il dit: «Oui, en effet, cette fille, elle a énormément de connaissances et elle apporte beaucoup de valeur, dans cette, destination, donc pourquoi ne pas la mettre en avant?» Que moi, le problème, c'est que comme en fait, j'ai un peu commencé, un peu, bah, voilà, sans forcément faire de formation, je savais pas trop où me lancer. J'ai un peu commencé, par-ci par-là. Au début, j'avais commencé par l'Asie. On a été confinés, donc plus possible d'aller en Asie avant quelques années. Donc j'ai commencé à bloguer sur l'Europe et aujourd'hui, bah, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de niche. Enfin, ma niche, elle est trop grande. C'est quoi? C'est la Méditerranée, l'Asie et le Moyen-Orient. C'est trop grand, en fait. Mais mine de rien, j'arrive quand même à me placée en numéro un de certaines recherches, tu vois? Ça m'a pas empêché, mais c'est parce que j'ai dû redoubler d'efforts derrière. Donc si vous souhaitez avoir plus vite, attention quand je dis vite, hein, c'est pas, dans 2 mois. Si vous voulez avoir des résultats plus concluants rapidement, trouvez une niche, dans lequel vous êtes à l'aise à bloguer, dans lequel vous allez pouvoir justement écrire plein d'articles ou alors même faire des vid plein de vidéos YouTube à ce sujet. En fait, c'est la même chose. Pour moi, si je devais recommencer, je choisirais une niche, mais en même temps, quand je regarde mon parcours, je suis tombée trop mal avec, la pandémie parce que du coup, moi, j'aurais voulu ne vloguer que sur l'Asie. Bah, ça a pas été possible. J'ai dû trouver des moyens de rebondir, tu vois? Je sais pas comment je ferai aujourd'hui, clairement, hein. C'est et je me dis: «Est-ce que je ferai que sur l'Asie? Est-ce que je ferai que sur la Méditerranée? Ou je prendrai que l'Italie?» ou je honnêtement, en fait, s'il y avait pas eu cet épisode, je pense que j'aurais fait que l'Asie, honnêtement. Et j'ajouterais pour, un autre conseil, mais ça, c'est plus spécifique à YouTube, j'aurais commencé plus tôt. Je me serais mise beaucoup plus tôt à YouTube parce que je c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, j'ai toujours été envieuse de voir ces vlogueurs, voilà, avec leur facecam, un petit peu commenter, leur voyage et cetera et bah, tu vois, par exemple, à Bruno Maltor, Les Artisans de demain, Le Petit Reporter et cetera et je me suis toujours j'ai vraiment mis du temps à me lancer. Je me suis plutôt lancée en 2021 et j'aurais dû faire ça avant, en fait. J'aurais dû faire quand j'étais au Cambodge, quand j'étais en Chine, mais j'étais plus jeune. J'avais trop peur du regard des autres. J'avais trop peur que, tu vois, j'arrive dans l'amphithéâtre, le lendemain de ma publication vidéo et que les gens me disent: «Ah ah ah, tu as publié une vidéo, tu te prends pour une youtubeuse» et cetera, tu vois? Enfin, quand tu es à l'école, c'est dur, je trouve, de d'oser t'affirmer, dans cette création de contenu parce que tu sais qu'on va pas te louper avec les commentaires. Même si tu es dans une bonne ambiance, tu auras toujours des petits trucs, tu vois? Des petits commentaires donc ouais, franchement, si j'avais su, je l'aurais fait plutôt YouTube, vraiment. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Donc bravo d'avoir fini par sauter le pas, même si effectivement le regard des autres quand tu te lances, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, de se lancer, au début, on se dit: «Ça y est, tout le monde va le voir, tout le monde va critiquer» et cetera. Mais au final, ce qui est cool, je dis ça avec des guillemets, avec, YouTube, avec le blog, c'est qu'au début, bah, on ne te voit pas trop forcément parce que tu démarres et il faut laisser le temps, je veux dire, à au moteur de recherche, d'encoder un petit peu ton blog, avant de le mettre en avant. Enfin, que lui comprenne bien ce que tu produis avant de le proposer aux lecteurs et aux lectrices. Donc c'est pour ça, en fait, tu peux te permettre de commencer, de faire des tests parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui va te voir, donc tu auras pas une grosse exposition, donc c'est parfait pour commencer petit à petit, de te permettre de faire quelques erreurs ou de faire des tests pour ensuite t'améliorer. Carrément. Et du coup, peut-être, si tu devais donner un ou des conseils à quelqu'un qui voudrait intégrer, le voyage à son mode de vie grâce à la création de contenu, qu'est-ce que ce serait? Alors c'est une bonne question, tout dépend en fait du modèle économique et surtout de la situation de la personne. Si on parle par exemple des, digital nomades, je pense que c'est plus facile parce que je veux dire, tu es à l'étranger, pourquoi ne pas, par exemple, bloguer ou simplement vloguer sur la destination dans laquelle tu te trouves actuellement? Donc ça peut être intéressant. Après c'est vrai que, bah, je ne suis pas encore digital nomade, j'ai un pied-à-terre, j'ai un autre travail à côté. Donc ce que je fais, c'est que dès que j'ai des jours de congé, dès que j'ai des week-ends et cetera, j'en profite pour partir en escapade, pour filmer le plus de choses possible, pour créer le plus de contenu possible. Comme ça, j'ai du contenu sur plusieurs mois et de vraiment rentabiliser le moindre jour de congé de week-end pour partir, en voyage. Je ne recommande pas spécialement de se lancer dans l'aventure du jour au lendemain. C'est-à-dire de plaquer son taf et dire: «Ciao, bonsoir, je me lance dans la création de contenu». Vous pouvez le faire, hein, si vous voulez, si vous voulez tenter l'expérience, vous vous dites: «Voilà, pendant un an, j'essaye». Je dirais peut-être de commencer petit à petit,
tu vois? À se lancer sur les réseaux, de créer un petit peu ses produits, digitaux, par exemple des e-books ou alors, de faire, de l'affiliation sur un blog pour avoir une certaine sécurité financière et ensuite vous pouvez vous lancer dans le voyage si vous sentez que vous êtes bien. Moi, je pense qu'il faut toujours un petit tremplin, un petit matelas, de protection. C'est de très bons conseils, je trouve, que tu donnes. Peut-être, pour finir, pour revenir un peu à toi et à tes projets, est-ce que tu as des objectifs, des projets pour les mois, pour les années à venir que tu voudrais nous partager? Oui, donc comme j'ai expliqué, au début, faire plus de produits digitaux, sur mon blog et pourquoi pas me lancer dans du coaching. Donc si jamais vous êtes intéressé, par exemple, pour, demander un avis sur, l'itinéraire que vous avez choisi pour, un voyage, bah, moi j'aimerais bien, par exemple, apporter mes conseils, mes améliorations. Je dis bien pas travel planner, hein, mais coach plutôt, vous voyez? En mode, voilà, je vous partage mes conseils sur votre itinéraire et cetera. Je pense que c'est en type d'accompagnement, en fait. Je trouve ça assez intéressant donc ça, c'est ce que j'aimerais. Après, voilà, je continue YouTube, je continue le blog pour justement ça continue de grandir et puis que ça puisse me permettre, ça, c'est un rêve que j'aimerais, c'est, tu vois, vivre 6 mois à l'étranger et vivre 6 mois en Belgique, par exemple, ça pourrait être chouette. C'est un petit peu mon objectif en mode, nomade, moitié-moitié dans l'année. Donc c'est pour ça aussi que je suis très motivée à faire tout ça. C'est pour un jour, pouvoir peut-être aspirer à une vie, semi-nomade, si je peux dire ça comme ça et sinon après j'ai d'autres projets de grands voyages, mais pour ça, j'attends, d'avoir une confirmation avant d'en parler, mais peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver pour l'année prochaine. Je pense que je ferai d'abord une annonce sur YouTube. Je renverrai les followers Instagram sur la vidéo YouTube et je pense que je l'annoncerai aussi sur ma newsletter sur mon blog, pour tenir les gens, au courant justement. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter avant de conclure l'épisode d'aujourd'hui? Je dirais que si vous voulez vous lancer aujourd'hui, c'est allez-y en vrai, faites-le. Lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Je ne vous dis pas de tout quitter pour tester votre projet, mais déjà en off, au lieu par exemple peut-être de scroller, de regarder des choses, qui sont pas forcément très stimulantes, bah, lancez-vous en fait, testez des choses. Voyez si ça vous plaît, si vous aimez produire et comme ça vous verrez si ça prend et si vous avez envie de professionnaliser ça, par la suite. Mais surtout, gardez en tête, la passion, c'est la motivation numéro un pour vous aider à tenir dans le temps et pour avoir des résultats qui vous correspondent. Merci pour tout, Romane. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, aujourd'hui pour la seconde fois. C'était un très chouette échange. En effet, j'ai appris plein de trucs. Je pense que les auditeurs, auditrices aussi. J'ai trop adoré, j'adore parler de ce sujet parce que c'est bien de démystifier un petit peu tout ce qu'il y a autour, mais aussi de casser, des préjugés, hein, comme on l'a fait, comme par exemple, parler aussi un petit peu des défis puisque malheureusement, on aime un peu trop montrer les côtés positifs de la création de contenu. Mais c'est pas que ça, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés et que surtout il faut un petit peu, voilà, démystifier et aussi encourager, les personnes à se lancer si elles ont envie. Eh ben, carrément. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, avec nous et puis je te souhaite plein de réussite dans tes différents projets et ils sont nombreux, on l'a vu et puis plein de beaux voyages, pour la suite de 2025 en tout cas. Bah, merci et je te souhaite aussi bonne continuation, bah, dans ta vie de digital nomade et avec, ce podcast Nomadness qui est très chouette franchement donc continue ainsi et donc et peut-être à bientôt, on sait jamais. Oui, à très vite, j'espère, j'en doute pas. Merci, salut. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!